Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent en ce moment même sur le live de Média en scène. Je suis ravie de vous retrouver pour cette session des Pitch Startup dans le cadre de la deuxième édition du prix Startup Média en scène soutenu par BNP Paribas et Creatis. Parce que c'est ça aussi Média en scène, des prix pour valoriser les nouveaux médias émergents, pour mettre en valeur et donner un coup de pouce à ces startups engagées dans l'avenir des médias. Alors pour rappel, sur le déroulé, 4 startups vont présenter tour à tour leurs projets devant vous qui nous suivez en ligne, mais aussi devant le jury. Alors, vous ne les voyez pas, il y a une partie du jury qui est ici physiquement en face de moi. Et parce qu'on a poussé vraiment le format hybride jusqu'au bout cette année pour cette édition un peu particulière, on a aussi une partie du jury en distanciel qui pourront bien sûr suivre l'ensemble des pitchs et poser leurs questions via un chat dédié. Et on relaiera bien évidemment leurs questions aux porteurs de projets. Alors parmi ces 4 startups se trouve la grande lauréate. À la clé, pour elle, une dotation de 5 000 € décernée par BNP Paribas et 6 mois d'accompagnement offerts par Creatis au sein du programme Média. Alors, sans plus attendre, on va passer tout de suite à la première start-up. Juste un petit point sur les règles du jeu, c'est important, elles sont nécessaires. Chaque start-up dispose d'une vidéo d'introduction d'1 à 2 minutes et ensuite dispose de 6 minutes d'échange avec le jury ou pour compléter leur pitch. Alors, on passe tout de suite à la première start-up. Il s'agit de la Déferlante. On regarde tout de suite sa vidéo. La révolution féministe est en cours. Nous voulons la comprendre, la documenter, y prendre part. C'est pour cela que nous avons créé La Déferlante, une revue qui donne à comprendre le monde post-MeToo sous la plume d'universitaires, d'écrivaines, de journalistes et d'activistes. Les femmes devraient prendre en charge leur corps. Tous les 3 mois, en librairie, nous vous proposerons des enquêtes, des reportages, des récits, des débats, mais aussi de la bande dessinée et de la photo. Ce seront autant d'outils pour comprendre les grandes questions de société au prisme du genre. Pour faire exister ce projet, nous avons besoin de vous. Ici et dès maintenant, vous pouvez préacheter La Déferlante, vous abonner, nous soutenir financièrement. Grâce à cela, nous allons pouvoir financer les premiers numéros de la revue, payer toutes les personnes qui y contribuent et faire grandir la communauté de lecteurs et de lectrices autour de nous. Cette révolution féministe, c'est grâce à vous que nous pourrons la raconter. Alors Marie Barbier, bienvenue. Vous êtes journaliste et cofondatrice de La Déferlante. Je vous laisse maintenant la main pour compléter votre pitch et évidemment répondre, échanger avec le jury. Vous avez 6 minutes. Je lance le top chrono. Vous avez la main, membre du jury. Si vous avez d'ores et déjà des questions, vous pouvez évidemment les poser tout de suite à Marie. Peut-être d'abord préciser que cette vidéo que vous venez de voir, c'est une vidéo de campagne de prévente qui est en cours actuellement et qui marche très bien donc pour le lancement du numéro 1 qui sera en mars prochain en librairie. Voilà, après peut-être vous avez des questions auxquelles je peux répondre. Merci. Oui, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'équipe de La Déferlante ? L'équipe, oui, les membres de l'équipe, et puis un petit peu plus aussi sur ce lancement dont vous venez de parler. Alors l'équipe, on est 4 cofondatrices, toutes du milieu de l'édition et du journalisme. Moi, je suis une ancienne de l'Humanité, où j'ai travaillé pendant 13 ans. Lucie Geffroy, qui habite à Marseille, est une ancienne du Monde et de Courrier International. Emmanuelle Josse est, elle, éditrice indépendante. Et Marion Pilas est productrice indépendante, elle est basée à Lille. Donc c'est cette équipe-là de départ qui cofonde la revue. On travaille dessus depuis pratiquement 2 ans maintenant. Et sur le lancement, donc c'est prévu pour mars prochain en librairie. Là, notre modèle économique, il est principalement basé sur les abonnements et du coup, là, sur la prévente. Nous, on veut vraiment que ce soit une revue indépendante qui soit financée par ses lectrices et ses lecteurs. Donc la prévente est pour ça, évidemment, très importante, quoi. C'est une revue de quelle taille type? On est plutôt comme 21, enfin, je veux dire, en termes de... Parce que c'est vendu en librairie, c'est plutôt ce format. Oui, alors tout à fait, c'est le format MOOC, en fait. Donc on est sur une revue de 160 pages avec
des récits, des enquêtes, des reportages, des formats longs journalistiques, mais aussi de la bande dessinée, de l'illustration, de la photo avec un portfolio qui sortira donc tous les 3 mois effectivement en librairie. Et oui, effectivement, le modèle d'inspiration, ça peut être le 21, avec l'idée que ce soit uniquement là centré sur le féminisme et le genre, avec l'idée du coup de raconter effectivement toutes les luttes qui se passent en ce moment, qui bouillonnent de partout, mais aussi les luttes passées, et les luttes en France, mais aussi les luttes à l'international, parce qu'il se passe des choses partout. Dans notre numéro 1, par exemple, il y aura un reportage au Chili. En Amérique du Sud, ça bouge énormément sur la question des féminicides, et ça nous paraît important de ne pas être que franco-française. Et au-delà de vous, vous appuyez sur des journalistes pigistes, un réseau Oui, tout à fait. J'ai oublié de vous parler du comité de rédaction qu'on a mis en place il y a plusieurs mois déjà. Donc on est 4 effectivement cofondatrices, mais on s'appuie sur une équipe autour de nous de chercheuses, d'activistes, de militantes et de journalistes. Pour nous, c'était très important d'avoir ce croisement des regards, en fait, et de ne pas être seulement sur un regard journalistique, mais aussi, il se passe plein de choses aussi dans la recherche, il se passe plein de choses effectivement du point de vue des militantes, et d'avoir comme ça un regard croisé, d'avoir une possibilité d'avoir plusieurs points de vue aussi dans la revue. Alors, je crois qu'il y a une question via le chat de Mathieu Beauval, qui est le directeur de l'accélération et du partage de l'innovation à Radio France. Au-delà du print, est-ce que vous faites de la vidéo, du podcast ou autre? Je pense que c'est une question sur les formats. Alors non, on est sur du papier pour l'instant. On est très présente sur les réseaux sociaux. On a mis en place depuis 6 mois une newsletter qu'on envoie tous les 15 jours et qui marche assez bien avec un contenu journalistique, des enquêtes, des articles sur les luttes féministes. Mais le modèle de la revue, c'est vraiment cette revue papier vendue en librairie. Il y a une question aussi de Bérénice Lajoigny, qui est DG Pôle Les Échos, sur le prix. Quel prix prévu? Alors, le prix facial sera de 19 € et l'abonnement à 65 € par an. Alors, il y a une question de Thomas Doudouy, qui est le directeur de l'offre et du marketing numérique à Radio France, sur la déclinaison numérique. Mais vous avez peut-être déjà évoqué ce point-là. Est-il prévu une déclinaison numérique? On aura un site internet, je vous ai déjà parlé de la newsletter qu'on envoie régulièrement. Et le site internet, en fait, on publiera des articles assez régulièrement également, mais pas l'intégralité sans doute de la revue, ou pas du tout en contenu gratuit. Et on fera également de la vente directe depuis le site internet. Alors, il vous reste 2 minutes. Est-ce que Émilie et Estelle, vous avez encore des questions peut-être pour compléter? Je voulais savoir ce qui vous avait amené à monter ce format-là. En fait, on s'est rendu compte, le point de départ, c'est vraiment de se dire qu'il y a un manque aujourd'hui dans les médias français. Il y a un manque déjà largement de médias créés, dirigés par des femmes, je pense. Mais il y a aussi un manque de médias qui parlent de ces sujets-là. On voit que dans les médias traditionnels, le féminisme est de plus en plus traité. Ça, on le voit, Le Monde, etc. Mais il manque quand même une revue type MOOC qui raconte ces combats-là. Et pour l'instant, ça n'existe pas, en fait. Et les MOOC existent, mais pas sur ce sujet-là. Et nous, ça nous paraît un manque. Donc, on le voit, il y a une forte attente autour de ce sujet-là. Et on a des très bons retours. Donc, on pense que ça peut vraiment, effectivement, combler un manque. Voilà. Alors, je pense qu'on peut juste prendre aussi une dernière question du jury en distanciel. Célia Mériguet, directrice de l'édition numérique de France Info à France Télévisions, qui demande si vous animez la communauté de vos abonnés, si vous comptez créer un club. On est en train de réfléchir à cette idée-là, et notamment notre modèle là-dessus, c'est Beach Media, qui est un magazine féministe très présent aux États-Unis et qui a effectivement mis en place un membership de cette façon-là, qui nous intéresse beaucoup parce qu'on pense que c'est des questions, en effet, qui peuvent être très sensibles à ça. Donc on est en train d'y réfléchir. Eh ben, on arrive tout pile, voilà, ça fait 6 minutes. Bravo, c'était timé. Merci beaucoup. Merci Marie, je vous laisse retourner. On va tout de suite passer à la deuxième start-up. Il s'agit de The Meta News, mais avant de les retrouver, on découvre tout de suite leur vidéo. Quand j'étais chercheuse, j'avais la tête dans le guidon. J'aurais aimé pouvoir prendre du recul sur mon métier, mais je manquais de temps. Pourtant, parler éthique ou politique des sciences, c'est aussi ça la recherche. Aujourd'hui, c'est exactement ce que je fais. Je
suis journaliste à The Meta News et je vous livre l'actualité du métier condensée chaque semaine. Un an déjà que nous avons lancé The Meta News, le premier média pro-chercheur. En un an, 800 abonnés nous ont déjà rejoints. Nos lecteurs reçoivent 2 à 3 newsletters par semaine sur leur mail qui parlent de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui, nous voulons passer à la vitesse supérieure. Pour certains, 1 plus 1 égale 2. Pour Jean-Claude Van Damme, 1 plus 1 ça fait 11. Chez The Meta News, on a envie de croire que 1 plus 1 ça peut faire 1000. Abonnez-vous, abonnez vos collaborateurs, offrez The Meta News à un collègue ou à un jeune chercheur, parlez-en à la machine à café. Aujourd'hui, grâce à vous, on peut passer le cap des 1000 lecteurs. Alors, les 2 cofondateurs de The Meta News nous ont rejoints. Il s'agit de Laurent Simon et Eddy Baraziol. Bonjour, bienvenue à vous. Pareil, même principe, 6 minutes. Je vous laisse entre les mains du jury. Et vous avez aussi, pendant 6 minutes, l'occasion de compléter évidemment votre pitch. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Première question. Alors, vous évoquez dans la vidéo 800 abonnements. Alors, je crois qu'il y a plusieurs formules d'abonnement. Je crois que vous adressez aux particuliers, mais aussi aux labos. Est-ce que vous pouvez détailler, et du coup détailler également les chiffres que vous avez indiqués? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, The Meta News, c'est un média professionnel qui s'adresse aux chercheurs de toutes les disciplines, de toutes les sciences, et quel que soit leur avancement dans leur recherche, du doctorant au directeur de laboratoire. Et donc, ce média professionnel, il est acheté par des professionnels qui sont les chercheurs, qui peuvent l'acheter à titre individuel. Et ça, sur nos 800 abonnés payants aujourd'hui, ça représente environ 200 personnes. Et le reste, les 600 autres, on est sur un modèle d'abonnement collectif qui est financé par leur institution, l'INSERM, l'Institut Pasteur, des universités, des écoles, qui prennent des abonnements collectifs au bénéfice de leurs équipes, les chercheurs en l'occurrence. Qui rédige du coup de votre côté dans cette revue? Alors, on est deux journalistes. Il y a votre serviteur en premier. Je m'occupe du newsletter toutes les semaines que j'écris, qui s'appelle Outside Lab. Je vous détaillerai peut-être après, si vous voulez, la manière dont on diffuse de l'information et comment on a choisi les thèmes des newsletters. On en a 3 aujourd'hui. Et la deuxième est rédigée par une ex-chercheuse. Donc c'est bien parce qu'elle incarne quelque part notre lectorat. Elle était chercheuse. Elle a arrêté la recherche pour des raisons qui lui appartiennent. Elle les détaillera d'ailleurs ce vendredi dans un podcast qu'on a enregistré avec elle. Et elle est devenue journaliste à The Meta News, donc elle s'occupe de la newsletter qui traite de la vie du labo, qui traite de tout ce qui fait que chercheur est un métier aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme le disait Eddy, on peut être biologiste, on peut être sociologue, on peut être psychologue, que sais-je. Quand on fait de la recherche, on fait de la recherche. Et il y a plus de choses qui les rassemblent dans ce métier de chercheur que de choses qui les séparent. Parce les chercheurs aiment bien se pinailler aussi, hein, c'est leur métier. Et au sein de la grande communauté des chercheurs, il y a des chercheurs en sciences sociales, en sciences dures, en sciences molles, on dit. Il y a aussi des chercheurs privés, des chercheurs publics, etc. Et nous, on essaie de parler à tout cela. Et voilà, donc on est 2 journalistes à temps plein. Et Eddy et Léa, qui nous a rejoints tout récemment, on est donc 4, sont sur la partie commerciale abonnement. Alors, on a une question via le chat de Loïc Viquet, le directeur général d'Ulule. Selon vous, quels sont vos concurrents? Je peux répondre et puis tu complètes. Alors, si on raisonne en termes d'audience pure, on peut raisonnablement dire qu'on n'en a pas si on se compare strictement à quelque chose qui serait un autre titre de presse. Voilà. Il n'y a pas d'autre titre de presse aujourd'hui qui s'adresse spécifiquement aux chercheurs en faisant de la presse professionnelle, hein, on n'estime pas faire autre chose, et en leur parlant de leur métier. Alors après, évidemment, dans l'environnement, ce qu'on appelle l'ESR, donc l'enseignement supérieur et la recherche française, il y a des gens, il y a même beaucoup de gens, des gens très installés, mais c'est des gens que les chercheurs, je vais en citer 2, l'AEF, une rédaction aujourd'hui de 70 journalistes à Paris, que pas grand monde ne connaît, et pas les chercheurs, parce que en fait, l'AEF et Newstank, qui est le principal concurrent d'AEF, ne parlent pas aux chercheurs, ils parlent aux gens qui entourent la recherche. Ça va être les DIRCOM, les DIRCAB, c'est la politique, en fait, tous ceux qui font de la politique dans l'ESR, qui lisent AEF et Newstank. Donc, on est concurrents parce qu'on peut nous comparer de temps à autre, mais en réalité, on n'a pas du tout la même audience.
Pour compléter, je ne parlerai pas de concurrents, mais plutôt de confrères finalement. Dans les universités, dans les instituts, il y a des informations qui sont délivrées aux chercheurs du CNRS, de l'INSERM, du CEA par exemple. Donc ils ont de l'information qui leur est délivrée par l'Institut sous la forme d'un média d'une certaine manière. Mais ces informations restent cantonnées finalement à leur discipline, à leur région géographique, à leur appartenance disciplinaire ou géographique. Et nous, on fait le pari d'un média qui se veut généraliste le plus possible et qui parle aussi bien à un chercheur en informatique de l'INRIA qui est basé à Paris qu'un chercheur en biologie qui serait à l'INSERM Bordeaux, par exemple. Donc, je fais la distinction, ce n'est pas des concurrents parce qu'ils n'ont pas de modèle économique, ce ne sont pas des médias à part entière. Ils diffusent des informations, mais qui restent cantonnés à des disciplines et des territoires. Alors, il y a une question via le chat de Célia Mériguet. Quel est le tarif de l'abonnement? Il y en a plusieurs déjà, donc peut-être répondre par déjà par. Vas-y. Je vais prendre la parole là-dessus. On s'est un petit peu cherché ces derniers mois, et là on est au clair avec nous-mêmes justement sur la politique tarifaire. Le pari qu'on fait, c'est le pari de l'abonnement et un abonnement pour un média accessible. Je n'ai pas envie d'employer le mot populaire, mais on veut être un média facilement achetable, même par une personne qui voudrait l'acheter personnellement pour elle. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On a des abonnés individuels qui payent 60 € à l'année leur abonnement. Après, en ce qui concerne les abonnements collectifs, auprès d'une institution qui peuvent acheter 10, 20, 50, 100 et pourquoi pas 500 abonnements et plus, on est sur une politique tarifaire qui est un petit peu plus chère au prix de l'abonnement, partant du principe qu'on est dans le cadre d'un abonnement professionnel au bénéfice de leurs équipes et que voilà, on arrive à donner une raison, une légitimité au fait qu'on soit un tout petit peu au-dessus. Et pour le dire autrement, finalement, l'abonnement individuel, ce n'est pas le bon prix. Le bon prix devrait être en réalité supérieur. Mais comme on veut avoir beaucoup d'audience, beaucoup de lecteurs demain, on est volontairement sur cette politique tarifaire pour se dire on va avoir 5 000, peut-être 10 000 abonnés dans 2 ans ou dans 5 ans. Merci beaucoup, ça passe très vite, mais nous sommes arrivés au bout des 6 minutes. Merci beaucoup. Merci à vous. Le jury, de toute façon, va délibérer à l'issue des pitchs. Je vous laisse repartir. Merci infiniment d'être venu présenter votre projet. On passe du coup à l'avant-dernière start-up, la 3e start-up de ce concours. Il s'agit de Sphère Magazine. Mais avant ça, on regarde leur vidéo. Un numéro de Sphère, c'est un peu de terrain repris sur la course du monde. 4 fois par an, le magazine fait un pas de côté, un pas d'aventurier dans un petit monde jamais exploré. On s'invite chez les fumeurs de pipe, les plongeurs sous-marins, les reconstitueurs, les pèlerins, autant d'histoires illustrées avec du reportage, des portraits, des interviews et de la photographie, bien sûr. À mi-chemin entre la revue et le livre de collection, Sphère, c'est surtout prendre le temps de raconter les grandes histoires des petites communautés. Bonjour et merci d'avoir regardé cette vidéo de présentation. Je m'appelle César Marchal, je suis le rédacteur en chef du magazine Sphère. Avec mes associés Lucas et Simon, on s'est lancé dans la création de Sphère quand on a remarqué un creux dans l'information. Il y a d'un côté les médias généralistes qui traitent une information destinée au grand public, et de l'autre, les médias professionnels qui s'adressent à un lectorat spécialisé. L'ambition de Sphère, c'est de raconter l'entre-deux, en explorant les grandes histoires de petites communautés de passionnés qui, sans cela, seraient passées inaperçues. Et c'est comme ça que notre premier numéro est né, en janvier, sur les fumeurs de pipe, a suivi ensuite en mai celui sur les plongeurs sous-marins, et le dernier en date, c'est celui sur les pèlerins. Quand on a su ce qu'on voulait raconter, il a fallu trouver le bon format et le bon support. Tous les trois, on était attirés par un journalisme de temps long. On a donc voulu créer un magazine pour que nos lecteurs puissent prendre leur temps, devant de belles photos, devant de longs reportages, en faire un objet soigné qu'ils pourraient même conserver dans une bibliothèque. On vise un double lectorat, les communautés dont on parle dans chaque numéro, mais également les curieux et les amateurs de longs formats et de beaux ouvrages. Et ça nous permet d'être présents dans des boutiques spécialisées, comme un vendeur de pipe ou un club de plongée, mais également dans des librairies ou sur notre site internet. Aujourd'hui, après une petite année, Sphère a sorti 3 numéros et le 4e est en préparation. Nous sommes 3 à travailler à plein temps et financièrement, nous arriverons bientôt à l'équilibre. L'aide de la BNP et de Creatis nous permettrait de faire un pari sur les points presse. Avec une augmentation du tirage sur le 4e numéro, nous pourrions être présents dans certains relais en gare et dans des maisons de la presse.
Cette aide nous permettrait de développer la partie numérique de Sphère. Nous aimerions mettre en place un parcours utilisateur personnalisé pour en améliorer l'attractivité et la clarté. Merci beaucoup pour votre temps et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture. L'équipe de Sphère Magazine est donc avec nous. Simon Rossi, directeur général, César Marchal, rédacteur en chef, et Lucas Bidot, directeur de publication. Même principe, vous avez donc 6 minutes à votre disposition pour échanger avec le jury. Membres du jury, vous avez déjà peut-être des questions après cette vidéo très complète. Oui, moi j'aurais voulu savoir ce fameux numéro à venir. Vous avez déjà commencé à travailler dessus. Vous avez, je suppose, déjà la communauté, enfin le thème. Oui, absolument. Le prochain numéro à venir, il porte sur les reconstitueurs historiques, donc ceux qui reconstituent des bals à Versailles comme des combats de gladiateurs ou la bataille de Waterloo. Et oui, on a déjà commencé à travailler dessus. Il sortira mi-janvier et on a déjà calé à peu près les 3/4 des sujets qu'on voudrait réaliser. Vous en avez déjà un petit peu parlé dans la vidéo, mais est-ce que vous pourriez nous dire qui est votre cible ? Qui est la cible de Sphère ? En fait, la cible de Sphère, finalement, elle est double. C'est bien évidemment les passionnés. L'objectif, c'était de faire évidemment un magazine qui permette aux passionnés de sortir de l'information traditionnelle qu'ils reçoivent, qui est celle des blogs, des forums ou des magazines de passionnés, mais c'est-à-dire des magazines qui leur proposent le meilleur équipement, toutes ces choses-là en fait, qui au final les remet rarement en question. Nous, le but avec Sphère, c'est de faire des enquêtes, mais aussi de les amener à se questionner sur leur univers. Donc ça, c'est notre première cible. Notre seconde cible, c'est le grand public. On raconte des histoires qui parlent à tout le monde. Et ça, c'est vraiment très important pour nous. C'est pour ça qu'on est présent en librairie. Et pour le 4e numéro, on va faire une sortie presse en kiosque et en maison de la presse et relais. Et ça, c'est notre objectif, c'est de parvenir à vraiment rallier à la communauté Sphère le grand public. Et c'est déjà un petit peu le cas d'ailleurs pour l'instant. Alors, on a une question de Mathieu Beauval, directeur de l'accélération et du partage de l'innovation à Radio France. Par rapport à votre numéro publié, est-ce que ça a bien marché ? Est-ce que ça a été plutôt un échec ? Quel apprentissage, quelles leçons vous tirez de ce premier numéro ? Alors en fait, oui, ça a bien marché. Et alors au début, on pensait effectivement plutôt se tourner uniquement vers les passionnés. Et petit à petit, on s'est rendu compte, notamment en librairie, qu'on avait un lectorat qui se développait, qui était le lectorat dont vient de parler Lucas, qui est un lectorat grand public. Et ça nous a amené justement à toucher ces curieux-là de magazines long format, d'enquêtes, de MOOC. Et donc l'idée, c'est de persévérer là-dedans. Et c'est pour ça, comme vient de le dire Lucas, qu'on envisage une sortie presse et d'augmenter notre tirage pour cela également. Donc pour répondre à votre question, oui, on a eu de bons retours et de bonnes ventes sur les 3 premiers numéros qui viennent. Et même pour compléter ce que dit Simon, ce qui est assez... le vrai point positif, et bon, on avait ça en tête quand on s'est lancé quand même, c'est que les gens puissent continuer à acheter le magazine même quand le numéro suivant sort. Ça, c'est un principe qui est hyper important. Et on s'est rendu compte que quand on a sorti le 3, et c'est vraiment le cas aujourd'hui, on a quasiment autant de ventes du numéro 2 que du numéro 3. Alors évidemment, souvent, on propose des offres qui permettent d'avoir des packs de magazines, mais ça, c'était quelque chose qu'on avait envisagé au début, on ne s'était pas encore confronté à ça, et là, on se rend compte que les ventes sont vraiment en parallèle, et c'est, je pense, le point fort du projet. Comment vous choisissez le métier ou la communauté à traiter ? Donc, alors, il y a plusieurs facteurs. J'ai compris donc, le prochain, mais du coup, est-ce que c'est une affinité ? Est-ce que l'un d'entre vous a une affinité particulière ou pas Oui, alors... Déjà, il faut évidemment qu'elles nous intéressent, qu'il y ait des grandes histoires à raconter, qu'elles ne soient pas trop traitées par les médias généralistes, parce que l'idée, c'est de raconter des histoires qui n'ont pas encore été racontées. Ensuite, il faut aussi qu'elles soient un peu constituées, c'est-à-dire qu'il y ait une identité forte, commune à tous ces passionnés, pour qu'on puisse la raconter, et pour qu'à la fin du magazine, en ayant lu tous les formats, on comprenne cette passion et on comprenne leur identité. Voilà. Ce qui est important à dire aussi, c'est que nous, on n'est pas spécialistes au début des sujets qu'on va traiter. Donc à chaque numéro, on a un rédacteur en chef invité qui vient, qui nous conseille, qui nous dit tel sujet est bon, celui-là, il est trop traité. Là, attention, il y a faire attention au vocabulaire des passionnés. Donc voilà, c'est aussi à chaque numéro, on a un nouveau rédacteur en chef invité qui vient nous aider à travailler. Alors, je précise juste la question sur le premier numéro, c'est parce que c'était en anglais. Et du coup, la question, elle était l'apprentissage de ce premier, quelles leçons vous tirez de ce premier numéro en version anglaise ?
Voilà, en fait, il est sorti en version anglaise là, ça fait 3 semaines qu'il est en vente en anglais à peu près, parce que on s'est tout simplement rendu compte que le manque qu'il y avait en France, c'est-à-dire l'absence de traitement médiatique en général de petites communautés de passionnés, exemple les fumeurs de pipe, on s'est rendu compte que c'était également visible à l'étranger tout simplement. Et il y a eu une vraie demande de la part de lecteurs internationaux, anglophones hein, évidemment, sur ce numéro-là, et donc on a choisi de le faire traduire. Et de prendre le risque qui au final s'avère payant aujourd'hui par contre parce qu'il est déjà rentable ce numéro de le sortir en anglais. Après, est-ce que toutes les communautés marchent en anglais? Ça, c'est compliqué à évaluer en amont. Je pense, mais là c'est encore tôt, que la communauté de la reconstitution historique, potentiellement, ça pourrait fonctionner également à l'étranger. Mais donc voilà, la plongée sous-marine, typiquement, par exemple, marcherait moins bien en anglais, parce que c'est certainement beaucoup plus traité dans les pays étrangers. Mais en tout cas, pour notre première communauté, ça a bien fonctionné comme ça. Alors, il nous reste moins d'1 minute, mais peut-être que vous pouvez préciser les ventes sur les premiers et deuxièmes numéros. Donc, alors, en termes de grande masse, ça donne à peu près un tiers en librairie, un tiers en ligne et un tiers dans des boutiques spécialisées, puisqu'on vend aussi Sphère, donc, par exemple Sphère numéro 2 sur les plongeurs sous-marins, on le vend aussi dans des boutiques de plongée ou d'apnée, des clubs d'apnée, etc. Et donc nous, on a fait à peu près 2000 ventes sur le deuxième numéro. Et sur le troisième, on est en cours. Alors c'est vrai que ça nous a stoppé en librairie, mais on a fait beaucoup de ventes en ligne suite au confinement, donc on est plutôt optimiste pour les ventes de ce troisième numéro-là également. Eh bien, merci beaucoup. On arrive au terme de ces 6 minutes. Effectivement, ça passe toujours vite. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui et pris le temps de venir jusqu'ici. On va passer maintenant à la 4e et dernière start-up de ce concours. On découvre tout de suite la vidéo de « Maman, j'ai raté l'actu ». On regarde. Bonjour à tous, je suis Marie-Caroline Cabu, la co-créatrice de Maman j'ai raté l'actu. C'est un podcast d'actualité destiné aux 8-12 ans qui sort toutes les 2 semaines et qui est disponible sur toutes vos plateformes de podcast. Maman j'ai raté l'actu a vu le jour à la rentrée 2019. Il part d'une envie de travailler ensemble avec ma co-créatrice Hélène Corby. Nous étions ensemble à l'Institut français de presse. Nous avons animé toutes les deux des ateliers de journalisme pour le petit quotidien, mon quotidien, et ce sont ces ateliers qui ont fait naître l'envie de nous adresser à notre manière aux enfants. Alors pourquoi le podcast ? Certes, c'est un média en plein essor, mais il nous paraissait une bonne alternative dans un monde où les enfants baignent dans la vidéo. L'audio leur permet notamment de développer l'imaginaire. Toutes les 2 semaines, nous leur proposons de découvrir l'actualité, que ce soit à travers un reportage, la question de la semaine ou une recommandation culturelle. Depuis quelques semaines, nous avons dépassé les 100 000 écoutes. Nous avons connu une croissance importante en mars dernier, lors du confinement, quand les écoles étaient fermées. Et depuis, notre audience n'a cessé de grandir. Notre ambition à moyen terme, c'est, quand la situation sanitaire le permettra, de pouvoir proposer des ateliers d'éducation aux médias et de journalisme payants dans toute la France, que ce soit dans les écoles, les lieux culturels, les centres aérés. Nous pensons qu'il est essentiel qu'un enfant puisse débattre, manipuler, créer du contenu pour comprendre ce qu'est le journalisme. D'ici 2022, nous voulons être un acteur majeur de l'éducation aux médias en France. Plus nous voyons d'enfants, plus nous allons à la rencontre de potentiels auditeurs. Et c'est là que le soutien de la BNP et de Creatis pourra nous être utile. Nous commencerons par faire appel à des pigistes pour développer notre offre d'ateliers dans toute la France. Nous avons donc besoin d'humains, mais aussi de matériel audio de qualité pour proposer le meilleur contenu aux enfants. Creatis pourrait aussi nous permettre de réfléchir sur d'autres projets à développer, mais aussi nous accompagner sur des aspects économiques et juridiques que nous ne maîtrisons pas en tant que journalistes. Je vous remercie. Alors, Marie-Caroline Cabu est la cofondatrice de Maman j'ai raté l'actu. Elle n'a pas pu nous rejoindre physiquement ici aujourd'hui, mais elle est quand même avec nous à distance. Bonjour. Bonjour Marie-Caroline, merci d'être avec nous. Pareil, même principe, vous avez également 6 minutes devant vous pour échanger avec le jury. Juste pour être complètement transparente, on vous dit tout. Le jury qui est en distanciel n'a pas très bien entendu tout votre pitch vidéo. Donc vraiment, ce moment de 6 minutes est vraiment l'occasion de poser les questions pour un peu reprendre peut-être les grandes lignes aussi de votre projet. Je vous laisse la main, je lance le chrono, c'est à vous. Sur le modèle économique, vous disiez effectivement que vous ne maîtrisiez pas nécessairement les sujets économiques et c'est ce que vous viendriez chercher à Creatis. J'imagine que vous avez quand même un peu réfléchi au modèle économique. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors nous, en fait, on voudrait financer le podcast avec les ateliers d'éducation média. Comme je vous le disais, on voudrait s'approcher des écoles, des centres aérés, des lieux culturels et financer ce podcast avec du coup les revenus qu'on aurait de ces ateliers d'éducation média et de journalisme. Émilie, vous avez encore une question ? On a une question donc, de Célia Mériquet qui demande si vous avez testé le sponsoring. Non, pas encore. J'avoue que c'est une option que nous n'avons pas explorée pour l'instant. Alors après, nous sommes en pleine réflexion sur de nombreux aspects. Et c'est vrai que le sponsoring, c'est quelque chose auquel nous pourrons réfléchir. Une question encore de Célia Mériquet. Combien réalisez-vous d'écoutes en moyenne à chaque numéro ? Alors, en moyenne, on va dire qu'on est à 3000 écoutes par épisode, sachant qu'il y a des épisodes plus courts. On a fait des hors-séries, par exemple, pendant le confinement, qui sont montés jusqu'à 4000, 5000. Donc, ça dépend des formats. Les formats plus courts marchent mieux, mais on est à 3000 environ pour un épisode habituel qui dure de 15 à 25 minutes. Sur quelle plateforme se trouvent vos podcasts et puis comment est-ce que vous les propagez, réseaux sociaux ou autres? Où est-ce que vous allez chercher des auditeurs? Alors, nous sommes hébergés sur Ocha, qui est une plateforme bien connue des podcasteurs. Et après, nous sommes disponibles sur toutes les plateformes de podcast, donc Spotify, Apple, Deezer, et aussi sur des plateformes privées qui sont spécialisées dans les podcasts pour enfants, comme Kiku. Ensuite, nous sommes très, très actifs sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook. Nous avons notamment contacté des groupes de parents expatriés, des communautés de professeurs, des communautés voilà, un petit peu plus spécialisées comme l'école à la maison. On a fait un reportage sur l'école à la maison et ça permettait de toucher notamment ce groupe. Une question de Mathieu Beauval qui se pose la question si tous les 15 jours, est-ce que c'est suffisant selon vous pour un podcast ? Alors, nous, on aimerait faire plus, en effet, mais il faut préciser qu'il n'y a que Hélène Corby et moi, nous sommes toutes les deux. Nous devons, en effet, se charger de l'édito, du montage, de tout ce qui est communication. Et évidemment, à terme, nous aimerions pouvoir sortir un podcast toutes les semaines. Là, en n'étant que deux, tous les 15 jours, ça nous paraît voilà, suffisant pour l'instant. Mais évidemment, nous aimerions développer notre équipe et proposer un podcast de manière plus régulière. Il existe une offre pléthorique de contenu pour cette cible 8-12 ans. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui ? Alors nous, ce qui nous différencie, tout d'abord, je pense que c'est l'incarnation. C'est que tous les 15 jours, des auditeurs retrouvent Hélène et moi. On prend le temps d'expliquer, c'est-à-dire qu'on ne traite pas forcément de toute l'actualité, mais nous traitons en profondeur. Voilà, et puis surtout, nous allons à leur rencontre puisque on fait des ateliers, que ce soit à travers des festivals. J'ai un atelier samedi sur, par exemple, comment préparer une interview avec Startup for Kids, et nous allons aller à leur rencontre dans les écoles. Enfin, nous avons déjà commencé à le faire, donc c'est ça qui, je pense, nous différencie. On a une question de Bérénice Lajoigny. Comment choisissez-vous vos sujets ? Alors, nous choisissons nos sujets. Tout d'abord, nous nous intéressons à ce qui intéresse les enfants. Par exemple, dans le dernier épisode, nous avons parlé de Fortnite, qui est un sujet qui visiblement passionne les cours de récréation. Nous allons aussi sur les sujets donc, de l'environnement, les animaux, donc les jeux vidéo, Netflix aussi. On s'est rendu compte que ça intéressait beaucoup les enfants. Et nous essayons aussi d'intéresser les enfants à des sujets très importants, comme par exemple les élections américaines, qui est un sujet qu'ils ne maîtrisent pas du tout, mais que nous estimons essentiel pour les futurs citoyens qu'ils seront. Alors justement, vous parlez de la cible. Est-ce que vous avez déjà eu des retours de votre cible des 8-12 ans ? Quel accueil vous avez de la part de cette cible-là, si vous en avez ? Alors en effet, donc on a déjà des retours par les questions qu'ils nous posent. Un des principes du podcast, c'est que les enfants nous posent des questions et du coup on a beaucoup de questions. Donc on estime que voilà, ça intéresse déjà les enfants. Ensuite, on se base beaucoup sur les commentaires qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. On peut voir que c'est des enfants. Et puis, sur les quelques rencontres qu'on a pu faire, on passe des extraits, on demande aux enfants ce qu'ils en pensent. Et puis, généralement, c'est des bons retours. Alors, il nous reste un peu moins de 2 minutes. Une question de Mathieu Beauval. Votre croissance, vous la voyez sur des supports spécialisés comme Kiku ou Youto ou sur les plateformes de podcast traditionnelles. Comment concentrez-vous vos efforts quand on est une petite équipe ? Alors, c'est une bonne question.
on peut voir, donc on voit sur Ocha nos efforts et donc notre croissance. Kikou, c'est encore trop récent. On les a rejoints en octobre pour pouvoir vraiment se rendre compte. Mais pour l'instant, c'est là où on peut avoir le plus d'écoute, c'est Apple Podcast. Donc on sent déjà que Apple, c'est quelque chose. Voilà. On va devoir faire très attention à cette écoute sur Apple Podcast. Mais évidemment, on cherche toujours à développer les endroits où on pourra retrouver les podcasts. Donc je voudrais répondre qu'on va essayer en effet de se retrouver sur des plateformes un petit peu plus spécialisées, tout en évidemment n'oubliant pas les plateformes de podcasts classiques. Et je pense qu'on fera une dernière question très rapidement si vous faites vite. Est-ce que vous pouvez estimer votre coût à l'année ? Notre coût à l'année, alors écoutez, pour l'instant, bonne question. Pour l'instant, nous mettons 10 € par mois d'hébergement sur Ocha, nous mettons 10 € par mois d'hébergement du site. Nous avons investi dans un matériel, donc excellente question. je dirais 1 000 € à l'année avec tout ce qui est investissement de matériel, pour l'instant, évidemment, à 2. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Caroline Cabu. Ça y est, nous arrivons à la fin de cette session des Pitch Startup. Merci aux porteurs de projets. Merci à vous en ligne qui nous avez suivis. Merci au jury. Maintenant, justement, le jury va se retirer pour délibérer. Et moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 17h10 pour la cérémonie de remise des prix et connaître enfin les grands lauréats des prix Média en scène 2020. À tout à l'heure.